En fait, je les ai tout de suite fait intervenir devant mon comex. Donc en fait, c'est pas moi qui les ai convaincus, c'est eux. Et après, quand on en a parlé, on a tout de suite su que c'était pertinent. Vu que ça avait les mêmes valeurs que nous, avec aussi, tu le disais, cette vision long terme. Et en même temps, quand on est une entreprise familiale, même si tu le disais, c'est pas le maître mot, c'est pas nos enfants, mais c'est voilà, comment est-ce que le monde sera demain et comment est-ce qu'on peut améliorer le monde de demain. C'est pour ça on s'est pas vraiment posé la question trop longtemps et on a essayé de réfléchir de façon intelligente justement comment est-ce qu'on pouvait les aider et les accompagner sur le long terme. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Duval. Bonjour Pauline. Bonjour. Pauline, tu es directrice générale du groupe Duval. Alors, quelques mots d'abord pour présenter le groupe, et je te laisserai bien sûr compléter si tu as envie de compléter après. Le groupe a été fondé par ton papa Eric, il y a bientôt 30 ans. Historiquement, son activité était plutôt orientée vers la promotion immobilière, et plutôt en Bretagne. Mais depuis, vous êtes beaucoup diversifié, tant sur le plan sectoriel que géographique. Vous faites maintenant de l'hôtellerie, de la gestion de golf, mais aussi de l'alimentaire, du riz en Asie, de l'huile de coco en Afrique. Et résultat de cette stratégie multimétier, 1 milliard de chiffre d'affaires en 2023, porté par 6 000 collaborateurs. Quelle réussite, bravo. Pauline, je crois que j'ai écouté quasiment tous tes podcasts, en vitesse x2, et je suis contente d'entendre ta voix maintenant avec un débit normal. Et j'ai eu envie de te poser une question qui n'était pas encore passée, et surtout qui me permet de cerner qui est Pauline sans le Duval. Alors le voici. C'était quoi ton métier rêvé quand tu avais 18 ans ? Et je précise que je n'ai pas choisi 18 ans au hasard, puisque tu es entrée, il me semble, au conseil d'administration à l'âge de 20 ans, et qu'une fois avoir mis le premier doigt dans cet engrenage, tu as rejoint le groupe en 2012 comme directrice de la stratégie, puis tu en es devenue directrice générale en 2017. Alors parle-nous de la Pauline de 18 ans. Qu'est-ce qu'elle voulait faire de sa vie ? Alors, à 18 ans, c'est une question assez compliquée. J'avoue que j'avais pas vraiment de métier rêvé. Un tout petit peu plus tard, j'ai découvert le métier du private equity et j'avoue en stage, et j'avoue que j'avais bien aimé parce que ça me permettait de pouvoir toucher à plein de métiers différents et j'aimais bien finalement ce sujet de transversalité. Et c'est finalement, je pense que ce que j'ai retrouvé dans le groupe, effectivement dès mes 20 ans, mais ensuite après, avec cette multitude de métiers, de géographie, et donc je pense que c'est ça finalement, c'est la transversalité que je peux utiliser aujourd'hui tous les jours, quoi. Parce que quand tu as été invité par ton papa à rejoindre le groupe, déjà, est-ce qu'il y avait déjà autant de diversité dans les activités du groupe ou c'est toi qui as mis ça en place ? Ouais, il y avait déjà beaucoup de diversité. Donc on était effectivement promoteurs, un petit peu investisseurs. Et puis on gérait des parkings, on gérait de l'immobilier évidemment. On se lançait dans les résidences de tourisme, parce qu'en fait on a racheté le groupe Odalis en 2000. Donc 6 ans après la création du groupe finalement. En 2007, on s'est lancé dans les golfs. On avait des EHPAD aussi à l'époque. Donc en fait, très très vite, on s'est vite diversifié, quoi. Et quand tu as demandé de rejoindre le groupe, qu'est-ce qui a pu t'inquiéter, te faire hésiter, ou au contraire, qu'est-ce qui t'a convaincu de le faire ? Alors, quand mon père m'a demandé de rejoindre le groupe, j'avais 24-25 ans. J'avoue que moi, au début, à ce moment-là, j'étais à New York, j'avais pas du tout envie de rejoindre le groupe. Et déjà, la façon dont il m'a posé la question a pu me convaincre, parce que c'était... écoute, j'ai besoin de toi, j'aimerais bien que tu me rejoignes pour m'aider à développer le groupe et qu'on le fasse ensemble. Je pense que lui, pour le coup, un de ses rêves dans sa vie, c'était de pouvoir travailler avec ses enfants. C'est la façon dont il m'a posé la question. Et en même temps, je pense qu'il a tout fait plus jeune pour essayer, avec mon frère, de nous guider, entre guillemets, vers l'entreprise. Mais après, moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'était cet esprit entrepreneurial. Et j'ai toujours vu le groupe comme un outil.
Donc finalement, quand il nous transmettait son savoir-faire, ses façons de faire et ses valeurs, c'était avec beaucoup de générosité, dans l'esprit de pouvoir nous transmettre à terme, je pense, son groupe aussi. Mais avec mon frère, on le voit plus comme aussi une responsabilité de recevoir ce bel outil pour pouvoir en faire quelque chose et pourquoi pas améliorer le monde de demain, quoi. Ouais, et c'est quelque avec chose... des papillons et des petites étoiles. Et tu as pu justement insuffler, moi c'est ça que je trouve d'ailleurs assez passionnant dans la manière dont tu as appréhendé la reprise du groupe, c'est d'avoir su justement te le réapproprier et en faire quelque chose qui te ressemble, qui t'appartienne. Et finalement, c'est souvent ce qu'on trouve chez les entrepreneurs, cette espèce d'instinct d'entreprendre que ton père avait certainement, et sans avoir forcément le même que lui, tu as réussi à mettre ton propre instinct et à l'emmener là où tu souhaitais le faire. Exactement, parce que je pense que quand tu reçois quelque chose, tu as quand même cette responsabilité de ne pas le détruire. Bon, déjà mais en même temps, pour être plutôt positif, d'apporter ta touche. En fait, il faut avoir cette responsabilité d'oser remettre en question finalement ce qu'on te transmet, en y apportant ta touche vis-à-vis des enjeux de ton époque. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, il y avait d'autres enjeux. Il y avait peut-être... d'ailleurs, aujourd'hui, on pourrait dire que c'était très mal, mais par exemple, il y avait des enjeux de compétitivité en France, donc il y avait des gens qui ont délocalisé des usines ou autres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un tout autre enjeu, donc c'est le climat, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le monde d'aujourd'hui au niveau sociétal, au niveau environnemental. Donc... voilà, c'est cette responsabilité. Et donc, évidemment, je pense qu'il faut avoir un minimum d'esprit entrepreneurial pour pouvoir, entre guillemets, combattre ces enjeux de notre époque, quoi. Et toi, tu as cette conviction très forte que c'est aussi le rôle de l'entreprise de se positionner sur ces sujets et sur ces carrément. combats. Ouais. Carrément. Parce qu'on peut aller beaucoup plus vite avec les entreprises, oui. Oui, d'accord. C'est principalement pour ça. Et c'est pour toi compatible avec cette approche de rentabilité qui est nécessaire aussi, j'imagine, pour ne pas détruire ce que tu as reçu, comme tu le disais tout à l'heure. C'est sûr que de toute façon, on n'est pas une ONG. Donc, quand on est une entreprise, on se doit de créer de la valeur et d'être rentable. Sinon, de toute façon, on ne peut pas faire ce qu'on veut et donc améliorer la société, quoi. Et d'ailleurs, on a une raison d'être depuis maintenant 4 ans qu'on a inscrit dans nos statuts. Et évidemment, on a inscrit qu'il fallait créer de la valeur. C'est indispensable pour une entreprise. Alors, on reviendra tout à l'heure aussi pour voir comment est-ce que justement vous arrivez à concilier ces deux éléments. J'avais une autre question quand même que je voulais te poser, parce que toi aussi, tu es maman. Est-ce que toi aussi, tu élèves tes enfants en te disant qu'un jour, ils devront prendre ta suite ? Et si oui, comment est-ce que tu insuffles cette énergie en règle générale, et telle que tu l'as vécue en tant qu'enfant, mais aussi comment est-ce que tu le vis en tant que parent ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a en tête tout de suite ? Je dois dire que en fait, moi, j'étais obsédée par la transmission dès que j'étais enceinte. Mais pas forcément la transmission de l'entreprise, mais vraiment tout type de transmission, quoi. Quelle valeur j'ai envie de transmettre à mes enfants, comment est-ce que j'ai envie de les éduquer pour que finalement ce soit de bonnes personnes, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils retiennent de tout ça. Donc en fait, je me posais vraiment toutes ces questions et c'est pour ça que, enceinte de mon premier enfant, j'ai écrit un livre sur la transmission. Mais je pense que moi, j'ai pas forcément envie de les pousser à me succéder, même si... j'ai peut-être un biais inconscient dans mon éducation que je vais leur donner. Avant tout, j'ai envie, moi, de les éduquer en leur donnant juste les bonnes clés pour vivre dans le monde de demain. Tout le monde dit qu'aujourd'hui, nos enfants, quand ils iront sur le monde du travail de demain, allez, peut-être 50% au moins des métiers n'existent pas encore aujourd'hui. Donc c'est finalement comment est-ce qu'on élève nos enfants en leur donnant juste des clés pour être autonomes, adaptables. À la limite, je m'attache plus à ça. Et j'avoue que c'est vrai que j'ai toujours poussé... Bon, je parle surtout de mon premier enfant parce que le deuxième a 1 an, donc on va le laisser tranquille pour l'instant. Mais ma fille, j'ai toujours essayé de lui apprendre l'autonomie. La plupart de mes copines étaient là, mais comment ça se fait ? À 1 an et 2 mois, tu la laisses monter et descendre les escaliers toute seule. Oui, mais en même temps, bon, je lui apprends la vie, quoi. Donc,
Elle sait faire attention, donc effectivement, oui, voilà, très tôt, elle a su marcher aussi, donc très tôt, elle a su monter et descendre les escaliers. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord, donc l'idée, c'est, si je comprends bien, c'est plus mais un peu comme toi tu l'as vécu, de former des personnes qui seraient capables de servir d'une boîte à outils dans l'état dans lequel elle sera au moment où il sera potentiellement le bon moment pour eux d'y participer et puis de savoir en faire ce qu'ils ont envie d'en faire et d'avoir ces clés de cette liberté-là en fait de... Ouais, je pense. C'est vrai que nous, plus jeunes avec mon frère, mais nos parents nous envoyaient en voyage dans des familles. Pareil, je pense que ça permet de transmettre, d'apprendre une certaine autonomie. Mon frère me disait, quand j'ai eu 11 ans et que je me suis retrouvée à Hong Kong en pleine nuit, en côté français, à l'époque il n'y avait pas autant les portables que maintenant, et que son deuxième vol est annulé et qu'il se retrouve dans l'aéroport de Hong Kong. Bon, il me dit, là, clairement, j'ai appris à être autonome et à me débrouiller tout seul. Voilà. Ouais. Et quand j'étais plus jeune, la première fois que je suis partie en famille, j'avais peut-être 11 ans, je suis partie en Angleterre 2 semaines. Oui, clairement, ça apprend à s'adapter. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais c'est génial en même temps. Ouais, c'est une chance pour nous, ça a été une chance pour nous, une chance que j'espère pouvoir donner à mes enfants aussi. Ok, je note, je pense que nos auditeurs aussi garderont cette petite idée. Tu as écrit un livre, tu le disais tout à l'heure, sur la transmission. Alors, le titre, c'est L'entrepreneuriat nouvelle génération. C'est bien ça. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est que je trouve qu'il est d'une certaine manière un peu à contre-courant par rapport à un état d'esprit assez récent, mais qui est de plus en plus prégnant dans l'univers des startups, je veux créer une boîte pour la revendre le plus vite, le plus cher possible. C'est un peu l'inverse. Comment est-ce que tu as pu adopter cette position qui est empreinte d'une forme de nostalgie, de tradition ? Est-ce que c'est parce que c'était mieux avant ? Est-ce que c'est le signal qu'on revient vers un temps long ? C'est quoi ton approche par rapport à ça ? Non, pour moi, c'est pas une forme de nostalgie ou de tradition. Je pense que créer une boîte et la revendre très rapidement avec beaucoup d'argent, c'est pas du tout la norme de marché, je pense. Il y a une étude KPMG qui dit que 52% de nos ETI françaises ont un actionnaire familial majoritaire et 18% de plus ont un actionnaire familial minoritaire. Donc ça veut dire que 70% de nos ETI, donc plutôt belles entreprises françaises, ont à minima un actionnaire familial de référence. Donc je pense que pour moi, c'est ça la norme de marché. Et c'est pourquoi est-ce que on arrive à être une ETI. C'est aussi parce qu'on a des actionnaires donc, qui ont cette vision long terme que les entreprises familiales peuvent avoir. Donc voilà, je pense que créer une boîte et la revendre, c'est pas une nouvelle norme. Au contraire, moi je pense qu'il faut plutôt avoir cette vision long terme si on veut créer un champion français. D'accord. Et toi qui investis, on en reparlera aussi tout à l'heure avec Rémi, mais c'est aussi quelque chose auquel tu prêtes attention quand tu investis, de vouloir investir dans des boîtes qui ont cette vision de long terme ? En tout cas, je vais regarder ce que le fondateur ou les fondateurs vont avoir comme vision. Effectivement, c'est quand même plus agréable pour un investisseur, je pense, d'avoir des fondateurs qui ont cette vision de rester longtemps et faire grandir leur entreprise. Après, moi, comme j'investis pour moi, j'ai personne derrière qui m'oblige à acheter pour revendre. Donc, j'ai cette vision long terme qu'un groupe familial peut avoir. Complètement. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ton livre, où tu as une vision de la transmission comme un tout. Et j'aimerais bien que tu puisses nous en parler aussi pour nos auditeurs, cette notion de tout le monde qui peut transmettre quelque chose, un savoir-faire, un contact. Est-ce que tu voudrais bien développer ? Après, j'invite évidemment ceux qui nous écoutent à lire le livre en entier. Évidemment. Ouais, en fait, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, on est quand même dans une société très auto-centrée. Et ce que je voulais pouvoir transmettre via ce livre, c'était de dire, ok, en fait, tout le monde est capable de transmettre quelque chose. Par exemple, quand j'investis même à côté d'entrepreneurs dans des startups, finalement, c'est aussi pour transmettre, parfois mentorer, transmettre ne serait-ce qu'aussi mon carnet d'adresses pour pouvoir les aider à se développer. J'ai aussi souvent mis en relation finalement tous nos services support du groupe, donc que ce soit le directeur juridique, que ce soit juridique corporate ou juridique immobilier d'ailleurs, parce que parfois ne serait-ce que signer un nouveau bail de bureau pour une start-up, ils n'ont jamais signé de baux avant, donc parfois de pouvoir les aider
sachant qu'on est vu comme un groupe immobilier, c'est quand même plutôt pas mal. Ou alors au niveau RH, au niveau de la com, au niveau de même compta, fiscal, si parfois il y a aussi l'URSSAF qui pointe son nez, on peut aussi les aider à structurer en fait les réponses. Voilà, en fait c'est ce que je voulais faire, c'était de dire tout le monde est capable de transmettre un savoir-faire, un contact, voilà. Oui, donc c'est plus aussi, au-delà de ça, une notion de relation et de lien et de collaboration. En fait, et de générosité pour pouvoir... ouais. Et question, dans le groupe, vous avez du coup des personnes qui sont dédiées à l'accompagnement? Non. Non, d'accord, non, c'est non, vraiment... Non, au contraire, en fait, il ne faut pas que ce soit dédié, justement, ça permet aussi à notre tour de recevoir, finalement, parce que moi, mon directeur juridique ou ma DRH, quand j'arrive à les sortir, finalement, de leur tunnel opérationnel et de voir des nouveaux entrepreneurs, c'est enrichissant pour eux aussi. Moi, c'est pour ça que je le fais, c'est parce que je trouve ça aussi enrichissant pour moi-même, d'investir aux côtés d'entrepreneurs qui font tout autre chose. Et donc, je reviens finalement avec un bagage nouveau pour ma propre boîte. Et est-ce que c'est facile de transmettre? Est-ce que ça l'a été pour ton père? Comment est-ce que ça se prépare? Moi, je pense pas que ce soit facile de transmettre. En tout cas, ça dépend quoi. Mais je pense qu'il faut une certaine générosité pour pouvoir transmettre. Il faut pouvoir se remettre en question. Et en l'occurrence, quand on transmet son entreprise, surtout quand c'est son bébé et qu'on en a été le fondateur, il faut accepter que finalement la personne qui va reprendre ne va pas faire exactement comme le fondateur, et donc que des choses vont évoluer, peut-être pas de la manière dont il aurait souhaité, etc. Donc c'est accepter de lâcher prise sur son bébé. Donc je pense pas que ce soit très facile, mais bon, moi j'ai la chance d'avoir eu un père, alors peut-être parce que c'était son rêve de travailler avec ses enfants, mais très vite il a su se remettre en question, accepter qu'on change des choses dans la boîte, qu'on la fasse évoluer à notre manière, qu'on fasse parfois peut-être même des investissements qu'il n'aurait pas du tout vus, mais il a toujours été très à l'écoute, à notre écoute. Et lui-même, en fait, nous a toujours transmis le fait de dire que l'entreprise qu'il avait créée, c'était un outil. Un outil pour nous, à terme, pour pouvoir faire ce qu'on voulait faire. Ok. Alors, je ne suis pas revenue volontairement sur les enjeux de légitimité auxquels tu as pu être confrontée, au moment de prendre la direction du groupe, comme femme, comme personne qui était jeune. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent à écouter les autres podcasts que tu as pu faire, parce qu'on t'a beaucoup questionné là-dessus. En revanche, j'avais quand même envie que tu nous parles de manière peut-être plus précise et presque opérationnelle de la manière dont tu as pu te réapproprier ce que tu as reçu, comme une responsabilité, non pas comme un fardeau, on l'a déjà un peu évoqué, mais comment est-ce que tu as pu faire accepter ces nouvelles directions aussi, d'un point de vue très opérationnel, aux actionnaires, ou même aux membres de ta famille qui travaillent avec toi? Est-ce qu'il y a des conseils ou des suggestions que tu pourrais donner, ou des petites victoires ou des combats que tu as menés seul et que tu as réussi à faire embarquer? Ouais, alors moi, en fait, la plus belle victoire que j'ai pu avoir, c'est finalement en 2017. À l'époque, on avait 2 groupes distincts. Et dans un des 2 groupes, on avait des actionnaires familiaux d'ailleurs aussi, mais extérieurs à notre famille. À ce moment-là, ça faisait déjà 10 ans qu'ils étaient là, donc on a essayé de faire en sorte de les sortir. Et à l'issue de ça, j'ai voulu fusionner les 2 groupes qu'on avait, parce qu'on avait une très mauvaise lisibilité finalement des 2 groupes, et même en interne, autant qu'en externe, on ne comprenait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on avait 2 groupes. Donc j'ai fusionné ça, j'ai travaillé dur pour ça, parce qu'il y avait quand même pas mal de sujets, parce qu'il y avait beaucoup de structures juridiques. Et puis on a continué aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a plus de 1000 structures juridiques dans le groupe. Mais donc à l'époque c'était déjà quand même pas mal. Il faut savoir qu'en 2012, quand je suis rentrée dans le groupe, on faisait déjà 550 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui on en fait presque 1 milliard, donc en 2017 on était à mi-chemin. Donc j'ai œuvré pour fusionner ces 2 groupes et donc tout réorganiser, parce que finalement quand on fusionne des groupes, il y a aussi les organigrammes humains, etc. à mettre en place. Et la plus belle victoire, ça a été finalement que mes équipes, à la fin de ce travail, quand on retravaillait les organigrammes humains, m'ont dit finalement ta place, c'est en tant que directrice générale. Ok. C'est suite à ça, en fait, suite à cette organisation. Ok. Ouais.
Je pense qu'on ne se sent jamais légitime à ce moment-là à devenir directeur général. Mais je pense que, bon, comme ça venait finalement de mes équipes, c'était le plus beau cadeau que je pouvais avoir. Oui, complètement. Complètement. Après, vis-à-vis aujourd'hui maintenant des actionnaires, finalement aujourd'hui on est 3 actionnaires avec mon père, mon frère, et on est tous les 3 opérationnels. Donc finalement on est très alignés après sur tout le reste de la stratégie de la boîte, etc. Peut-être que demain, et c'est ça aussi qui me faisait peur à l'époque, c'est pour ça que j'avais écrit un livre, c'était comment est-ce qu'on fait pour aligner après tous les actionnaires. Est-ce que demain, quand on aura... bon, moi j'ai 2 enfants, mon frère va bientôt en avoir un incessamment sous peu. Combien est-ce qu'il aura d'enfants lui? Est-ce que entre cousins, est-ce qu'ils vont bien s'entendre? Est-ce qu'ils seront alignés? Est-ce que tout le monde voudra travailler dans la boîte? Je leur souhaite pas forcément. Enfin, en tout cas, je souhaite à ce que chacun de ces enfants puisse avoir leur propre vie. Donc après, c'est comment est-ce qu'on aligne finalement tout le monde sur une même ligne pour que tout le monde s'entende bien sur la stratégie du groupe. Et alors, j'ai une dernière question. Tu es encore jeune. Tu es déjà tout en haut de la pyramide du groupe. Est-ce que tu dois rester à cette place toute ta carrière? Je me pose souvent la question, à vrai dire. Et pas forcément, je me vois pas forcément être tout le temps DG du groupe. Aujourd'hui, je le suis, je me sens bien là où je suis. Qui me dit que demain, j'aurais pas envie de prendre un peu plus de temps pour faire autre chose? J'ai vu d'ailleurs certains groupes familiaux qui font par exemple des présidences tournantes entre frères. Donc tous les 3 ans, la présidence change. Pourquoi pas aussi avoir une personne extérieure à la famille qui pourrait prendre un jour les rênes de la boîte, si mon frère aussi a envie de prendre du recul. En vrai, j'ai envie de dire, tout est possible. Je veux juste qu'on soit alignés et puis bien dans nos baskets, quoi, parce que je pense qu'en tout cas, un patron mal dans ses baskets, c'est un mauvais patron. Donc, faut le faire comme on le sent et mettre son ego de côté pour choisir la bonne personne qui guidera les équipes. Ouais, et donc rester aussi très à l'écoute de toi, parce que le problème, c'est souvent que les gens qui ne sont pas à leur place s'en rendent pas compte. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai eu quelques petits... j'ai mon corps qui, plusieurs fois, m'a fait des alertes. Donc là, il faut calm down et puis se recentrer pour être plus à l'écoute de soi et puis, du coup, à l'écoute des autres. Oui, complètement. Mais merci beaucoup, Pauline. On va accueillir Rémi, qui va creuser sur les sujets d'investissement. Bonjour Rémi. Bonjour Pauline, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui pour parler de plein de choses que tu as fait autour du groupe Duval, mais surtout pour parler de Business Angel, parce que je crois lire, et tu communiques beaucoup dessus, que tu as participé à plusieurs aventures entrepreneuriales en tant que Business Angel, et ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, ce serait de comprendre quelle a été la motivation de ces investissements. Est-ce que c'est aider à faire grandir des jeunes pousses dans l'écosystème qui t'entoure, ou est-ce qu'il y avait une vocation à ce que ça puisse être du goodwill pour le groupe Duval en veille d'intelligence dans la PropTech notamment? Alors, c'est un peu ce que je disais au tout départ, c'est dans mon rêve, dans mon métier rêvé, j'avais découvert le private equity et ce que j'avais adoré, c'était justement la multitude de métiers auxquels on pouvait toucher via ce métier. Et donc, en fait, quand je suis rentrée dans le groupe, déjà, on avait beaucoup de métiers au sein du groupe, mais je trouvais enrichissant de pouvoir rencontrer des entrepreneurs à côté. Donc c'est pour ça que je l'ai fait, en fait. C'était pour pouvoir finalement m'enrichir un peu personnellement de ces rencontres et en même temps pouvoir donner la chance à certains entrepreneurs de les accompagner avec peut-être ce que je disais tout à l'heure aussi, des services support qu'on a au sein du groupe, de la matière grise qu'on peut avoir au sein du groupe. Donc c'était finalement mutuel, quoi. Comment tu as pu redescendre en fait de l'intelligence que vous aviez dans le groupe sur ces entreprises, ou inversement remonter de l'intelligence ou de la veille de ces entreprises jeunes pousses? Est-ce qu'il y a des exemples qui te viennent à l'esprit ou... Oui, il y a un exemple que je cite d'ailleurs beaucoup, c'est mon directeur juridique corporate. Ce que je disais tout à l'heure, on a un groupe aujourd'hui avec plus de 1000 structures juridiques. Donc 1000 structures juridiques, ça veut dire qu'il faut sortir 1000 bilans par an et 1000 assemblées générales. Ok. Donc clairement,
très, très, très tôt, en fait, j'avais demandé à ce directeur d'accompagner, d'aider certaines jeunes pousses et certains entrepreneurs. Et finalement, d'être en lien et en collaboration avec ces entrepreneurs, je pense que ça lui a permis finalement de sortir de ce tunnel opérationnel et de pouvoir dire, OK, finalement, il y a des outils digitaux qui peuvent m'aider. Et donc, il a vachement digitalisé en interne son service pour pouvoir automatiser. Tu vois, par exemple, des bilans, tu peux sortir presque directement ton assemblée générale. Après, tu as juste à choisir, grosso modo, si tu fais du report à nouveau ou pas. Donc ça, c'est un exemple de goodwill des startups qui ont permis d'évangéliser des nouvelles best practices dans l'industrie autour de la finance, ouais. En tout cas de la partie compta. Est-ce que tu as des exemples où vous avez aidé des jeunes pousses par vos métiers, votre expertise, vos contacts, parce que tu évoquais tout à l'heure, en fait, la générosité, l'ouverture du carnet d'adresses. Bien sûr, en fait... c'est ce que je disais, en fait, la plupart des startups qu'on accompagne qui déménagent, clairement, on leur relie leur bail, voire on leur change totalement leur bail et parfois on leur fait les négociations. On a ma DRH d'ailleurs qui a pas mal aidé des entrepreneurs quand ils avaient des sujets de litige ou de sujets URSSAF ou de sujets prud'homme ou autres. Après, moi, personnellement aussi, je me suis pas mal investie avec certains entrepreneurs où j'ai pas mal donné des contacts pour essayer de développer la boîte. Et puis, je m'investis aussi souvent au board de certaines d'entre elles, donc ce qui permet de les aider aussi à se structurer pour pouvoir grandir. Et dans l'univers du Future of Work, j'imagine que quand on est à la tête d'un groupe qui a plein d'activités, mais dont le core business tourne autour de l'immobilier. Alors en fait, je t'arrête parce que maintenant l'immobilier ne représente plus que 35% de notre activité. Donc on est vu comme un groupe immobilier, mais en fait on l'est de moins en moins. Et est-ce que justement sur cette tranche de métier, même si aujourd'hui c'est plus majoritaire, est-ce que dans l'univers foisonnant des startups autour du Future of Work, est-ce que ça a permis de vous faire évoluer sur la vision que vous aviez de l'évolution en fait de l'usage des bureaux ou du commerce, est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont fait avancer ? Quelle est votre vision d'ailleurs sur l'évolution de l'usage de l'immobilier pour les boîtes, les commerces Non, en fait, je dois dire que parfois, il faut sortir un peu du côté parisiano-parisien. Effectivement, le bureau pur évolue. Je pense qu'on a besoin peut-être de moins de mètres carrés ou alors d'utiliser les mètres carrés de façon totalement différente. En revanche, au niveau commerce, quand on sort des grandes villes, il y a quand même un besoin au niveau local d'avoir du commerce. Donc à l'époque, quand on faisait du retail bashing, à dire que finalement depuis le e-commerce, maintenant on n'aura plus de commerce dans le monde, c'est pas vrai. Et encore moins finalement en périphérie par exemple des villes, où on le voit, nous par exemple, la plupart de nos commerces, c'est ce qu'on appelle des retail parks, donc des commerces de périphérie. Et c'est finalement le type de commerce qui fonctionne le mieux, qui est le plus résilient, qui a le moins de vacances. Et on le voit on travaille main dans la main avec beaucoup d'enseignes qui nous disent en fait, on a besoin, dès qu'on a un commerce physique dans une région, c'est là où on va commencer à bien vendre. Donc finalement, il y a le terme d'omnicanalité qu'on répète partout, il est vraiment là, quoi. D'accord. Et j'avais une autre question à te poser sur, je pense, un mouvement que tu connais qui est Sista, ouais. Qui singularise en fait le peu de nombre d'entrepreneurs femmes qui sont financés. Alors je ne sais plus si c'est 2 ou 3%, en tout cas le score est très faible. Et c'est probablement 10 ou 15 fois moins que le nombre d'entrepreneurs femmes qui se lancent. Est-ce que dans les entreprises que tu accompagnes, il y a une volonté d'aller aider un peu plus ces entrepreneurs-là où il n'y a pas spécialement un filtre Alors, on parle beaucoup de biais. Moi, j'avoue qu'au moment où Sista s'est créé, j'ai regardé en arrière et je me suis dit, OK, quel est le pourcentage de femmes qu'on accompagne dans les startups qu'on a ? Et en fait, c'était 40%. Donc, peut-être le fait que je sois une femme, peut-être qu'à l'époque, déjà, les femmes venaient me voir. Et en fait, j'avais pas du tout ce biais à me dire j'investis ou pas parce que c'est une entrepreneuse ou un entrepreneur. Donc, et puis en fait, j'ai toujours eu en même temps ce biais où
au sein même de mon groupe où on a toujours eu beaucoup de femmes avec des postes à responsabilité. Et donc, j'ai jamais eu de sujet là-dessus. Donc après, effectivement, la question qui se pose beaucoup, c'est est-ce que le sujet, ça ne serait pas de mettre plus de femmes investisseurs donc dans les fonds de VC et autres. Je pense que ça peut être une réponse. Et justement, je prolonge avec ton rôle de DG dans le groupe Duval. Tu es une femme dans l'immobilier, c'est pas très fréquent, si je ne m'abuse. J'ai pas les stats, mais j'ai une petite idée. Oh, il y en a de plus en plus quand même. Il y en a de plus en plus. Ouais. Est-ce que tu constates qu'il y a une évolution des mentalités dans ce secteur qui est, comme la finance d'ailleurs, très masculin? Alors, je pense que je vais avoir des difficultés à répondre à cette question parce que plus jeune, effectivement, j'ai même eu parfois des remarques sexistes de mecs lors de salons immobiliers. Mais maintenant, vu le poste que j'ai, je pense qu'ils ont un peu peur de moi. Et donc, et comme déjà à l'époque, quand on me faisait des remarques sexistes, je gardais pas ma langue dans ma poche. Donc, clairement, j'ai toujours répondu. Et donc, je pense que je fais encore plus peur aujourd'hui. Donc, j'avoue que je sais pas. Tant mieux. Si tu ne sais pas, ça veut dire que c'est pas un enjeu. Je rebondis sur les entreprises, ou en tout cas les startups que tu as accompagnées, ou que le groupe Duval a accompagné. Sans parler de retour financier, parce que pour moi c'est un sujet qui est secondaire, quel est l'accompagnement ou l'entreprise, la startup dont tu es la plus fière? Celle à qui t'a apporté le plus ou celle qui t'a apporté le plus, peu importe le sens. Bon, déjà, mon premier amour, c'est quand même Lydia, parce que ça a été ma première start-up. Donc, je dois dire qu'avec Cyril Fiche et Antoine Porte, ça fait maintenant 10 ans qu'on se connaît et que j'ai investi dans cette boîte. En plus, ça tombe aujourd'hui où ils lancent le futur de Lydia. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être celle-là dont je suis la plus fière. Après, j'en ai d'autres. J'ai 22, qui est du computer vision, donc de l'intelligence artificielle. Il y a aussi Joli Moi, qui a été fondée par une femme d'ailleurs, Isabelle Rabier, qui fait du social selling. Il y a Néolith. Néolith, donc, c'est une entreprise qui utilise le déchet pour pouvoir en faire du ciment vert. Donc clairement, vu notre métier en plus, je trouve que voilà, c'est le sujet de la construction et de verdir la construction, c'est pour moi très important. Et puis, j'ai aussi été parmi les premiers actionnaires de Team for the Planet, donc je peux la définir comme une start-up, mais finalement qui est un mouvement citoyen, parce que le capital est ouvert à tous, donc tout le monde peut devenir actionnaire de Team for the Planet. Et puis, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard aujourd'hui. Arthur qui va nous rejoindre tout à l'heure, effectivement. Voilà. Tu parlais dans la première partie du podcast de générosité. Je voudrais qu'on revienne sur un mouvement d'entrepreneurs mondial qui a été monté par des Américains il y a quelques années, quelques dizaines d'années. 1950. 1950, qui s'appelle YPO. J'aimerais que tu nous expliques, tu es très active au board et je crois même que demain ou dans quelques semaines, tu vas en prendre le leadership, en tout cas en France. Je voudrais que tu nous racontes un peu à quoi ça sert et ce que ça t'apporte. Alors, à quoi ça sert? C'est qu'effectivement, il y a eu 2 New-Yorkais en 1950 qui se sont dit, en fait, quand on est patron de boîte, on est souvent seul face à soi-même. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour créer un réseau de patrons qui puissent échanger librement, en toute confidentialité, entre pairs? Donc voilà, c'est né comme ça. Aujourd'hui, c'est un réseau mondial de patrons et on est 35 000 dans le monde. Et ça permet donc, en tant que patron, de rentrer dans ce réseau, mais en même temps de rentrer avec son conjoint. Il y a des événements aussi qui sont faits pour les enfants, et ça permet, entre peers, de pouvoir échanger sur nos challenges autant professionnels que personnels, pour pouvoir finalement devenir un meilleur leader, parce que ça passe... Comment est-ce qu'on devient un meilleur leader? Ça passe par des phases d'introspection et d'échange entre pairs. Et comment ça fonctionne au quotidien? Comment cette méthodologie opère pour permettre à ces leaders qui sont entrepreneurs, groupes familiaux, je crois, puisque tu en fais partie? Alors, il y a 3 tiers, effectivement. Il y a donc des entrepreneurs, des family business
et puis ce qu'on appelle des hired guns, donc des patrons qui ont été recrutés dans des grandes boîtes. Le cœur en fait de YPO, c'est ce qu'on appelle les forums. Et donc le forum, c'est un endroit confidentiel évidemment et sécure, où on peut librement échanger. Donc c'est des groupes de 8 à 10 personnes, où on peut librement échanger sur nos challenges. D'accord. Donc ça permet de faire une pause dans sa vie professionnelle super chargée, où finalement on va traiter que les sujets qui nous concernent, un peu TPMG, les entrepreneurs ils aiment bien ça, tout pour ma gueule, pour permettre d'être focus sur les verrous qui font qu'on peut devenir un meilleur leader entouré de gens en qui on a confiance, bienveillance et confidentialité. Exactement. Okay. Et qu'est-ce que toi, puisque tu es membre actif depuis pas mal d'années, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors moi, ça a changé ma vie. Voilà, clairement. YPO a changé ma vie. En fait, quand je suis rentrée dans YPO, j'avais 29 ans. Donc en fait, c'est le moment où je suis devenue DG. Et alors, il y a beaucoup j'avais besoin en fait de pouvoir échanger avec des gens qui comprennent les challenges que je vivais tous les jours. Donc de pouvoir... parce que clairement, j'avais mon père avec qui je travaillais tous les jours, mais il y avait des sujets, j'avais pas forcément envie de les évoquer avec lui. Donc je préférais pouvoir parler avec des gens qui sont entrepreneurs ou qui sont à la tête de leur entreprise et qui comprennent les challenges que je peux avoir. Donc après, chaque typologie de patron peut avoir un biais différent. Par exemple, les family business peuvent avoir aussi des biais pour pouvoir échanger sur les problématiques qu'ils peuvent avoir avec leurs actionnaires familiaux. Les entrepreneurs, ça va être peut-être comment est-ce que je vais faire pour avoir une nouvelle levée de fonds ou alors aller vers un LBO ou voilà, tous ces sujets vraiment pro. Après, il y a évidemment aussi tout au long de la vie d'un patron des sujets aussi parfois familiaux, personnels. Et donc, c'est un endroit vraiment safe pour pouvoir échanger entre nous sur toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Ça semble très attractif. C'est hyper attractif et en même temps, en 2 clics, on peut avoir accès avec tous les patrons qui font partie du réseau YPO dans le monde. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire pour le business quelques voyages et de rencontrer des gens en local qui font partie de ce réseau. Et donc, tout de suite, on peut échanger de façon hyper libre, hyper facile, je dirais, avec ces patrons qui ont évidemment tous ces mêmes valeurs de bienveillance et de non-jugement. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un critère d'âge, de telle sorte qu'en fait, ce soit que des actifs. Ouais, parce que YPO, ça veut dire déjà Young President Organization. Et donc, pour pouvoir rentrer dans YPO, il faut avoir, en tout cas pour les hommes, maintenant, moins de 45 ans. Maintenant, depuis peu, il y a pour les femmes 10 ans de plus, parce qu'on sait bien maintenant que les femmes peuvent mettre plus de temps à arriver à ce type de poste. Nice. Voilà. Merci Pauline pour ce partage. Donc Pauline, tu as choisi de venir avec Arthur Aubeuf aujourd'hui. Bonjour Arthur. Bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être là. Arthur, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, tu pourrais faire l'objet d'un podcast à toi tout seul, d'ailleurs. Tu es le bienvenu si jamais tu veux revenir. Voilà, par exemple, l'intérêt d'avoir Pauline autour de soi, hop là, ça permet de faire des podcasts et tout. Mais est-ce que tu peux te présenter ton parcours extrêmement riche et l'histoire aussi de ta rencontre avec Pauline ? Ouais, avec plaisir. Alors moi, je suis un cas un peu isolé parce que je viens d'un village de 200 habitants dans le Haut-Bugey, qui est sur le massif du Jura. Mais c'est dans l'Ain pour les techniciens géographes. Et j'ai jamais prévu d'être entrepreneur à la base. En fait, moi, j'ai vraiment fait beaucoup de sport toute ma vie parce que je viens d'un endroit où tu faisais du ski de fond ou tu mourrais. Voilà, c'était les 2 options à la naissance. Et donc, j'ai fait beaucoup de ski de fond. Ça a été un peu ma passion. J'ai fait plusieurs fois les championnats de France de ski. Et quand je suis arrivé en âge d'aller à la fac, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc, je suis allé en fac de sport parce que voilà, j'avais le sport comme guide. Et je me suis retrouvé dans un monde où j'avais 6 mois et demi de vacances par an. Voilà, si vous avez des enfants qui ne savent pas quoi faire, mettez-les en fac de sport. Et pendant ces mois et demi de vacances,
J'ai toujours été un peu quand même à lancer des trucs, des projets, et j'ai commencé à lancer plein de petits projets en me servant des réseaux sociaux. C'était le début des réseaux sociaux comme Facebook, et il s'est trouvé que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis retrouvé avec des très grosses communautés de plusieurs millions d'abonnés après quelques années, jusqu'à 12 millions d'abonnés, et du coup j'en faisais des médias avec des sites internet, des applications smartphone, et c'est comme ça que je suis rentré dans la Startup Nation, que j'avais pas du tout prévu d'intégrer, et donc j'ai vendu ma première boîte à un groupe de dating, et là je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire dans ce monde de l'entrepreneuriat, je vais aller voir ce que ça donne. Et donc, j'ai continué en faisant d'autres entreprises jusqu'à gérer l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller, qui était un concurrent de TikTok à l'époque, où ça a été assez fulgurant comme apprentissage parce qu'on était 3 au commencement. J'étais tout de suite avec le fondateur américain qui lui avait vendu sa boîte 600 millions d'euros avant dans les applis mobiles. Et on a levé 300 millions d'euros en 2 ans et on est passé de 3 personnes à 400. Donc là, j'ai un peu appris le scale. Mais j'ai perdu le sens complètement parce que en fait ma vie ne servait qu'à faire danser des gamins sur une appli smartphone, tu vois. Et je me disais est-ce que j'ai traversé tout ça pour ça? Et comme la réponse était non, je suis un peu revenu à mes premiers amours, c'est-à-dire la nature, réfléchir sur qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux être à la fin de ma vie, à quoi je veux dédier mes heures. Et là, je me suis dit, en fait, c'est à ça, c'est à la beauté de cette nature, à préserver ce beau monde dans lequel j'ai pu grandir, j'ai eu la chance de grandir et qui m'a tant donné en termes de bonheur, en termes d'accomplissement de moi. Et donc là, j'ai décidé que j'allais allier du coup les 2 trucs qui m'étaient un peu tombés dessus, c'est-à-dire préserver la beauté de ce monde et l'entrepreneuriat avec Team for the Planet. Et comment on a rencontré Pauline? Eh bien, c'est Jean-Michel Aulas, notre Lyonnais préféré, qui avait rejoint l'aventure Team for the Planet parce qu'on a commencé beaucoup sur Lyon, qui nous a connecté avec Pauline en nous disant « Allez la voir, elle est super, elle va comprendre ce que vous faites ». Et c'est un mot qui a de l'importance parce que peu de gens comprenaient, surtout quand tu nous as rejoints. Et donc, elle a compris. C'était quand cette rencontre? C'était bien il y a 3 ans, honnêtement, je pense. 2-3 ans, vraiment au démarrage 2020, de Team for the Planet. Ouais, vraiment, elle est dans les toutes premières et surtout qui a vraiment fait passer un cap aussi parce qu'elle a investi un montant important et elle a montré qu'une typologie d'investisseurs, on va dire en dehors du citoyen qui met 1000 balles, peut faire partie de l'aventure et peut nous faire avancer vraiment. Et depuis, elle nous a aussi introduit plein d'autres gens. Je pense à David Layani, par exemple, qui ont eux aussi suivi. Et donc, ça a plutôt bien marché. Et heureusement qu'elle a fait ce premier pas avec nous, quoi. Alors, j'ai demandé à Pauline de nous expliquer, puisqu'elle a compris, c'est quoi Team for the Planet? Alors en fait, moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que c'était d'après moi une nouvelle forme d'entrepreneuriat et qui pour moi était très pertinent dans le contexte actuel dont je parlais au tout début. C'était vraiment faire face à nos enjeux actuels de notre époque. Et je trouvais que Team for the Planet, ça porte le beau mot team. Donc toute l'équipe de Team for the Planet vraiment avait à cœur de porter ce message. Et au-delà du message, c'était de trouver en fait des innovations dans le but de baisser notre empreinte carbone. Donc ils ont créé vraiment une très belle communauté. Donc c'est en fait, tout le monde peut devenir actionnaire. C'est vraiment une entreprise qui a son capital ouvert tous les jours. Et donc, c'était pour trouver des solutions de décarbonation open source. Mais ça, tu vas en parler mieux que moi. Et donc, voilà, c'était pour pouvoir accélérer finalement la décarbonation au niveau mondial. Est-ce que tu veux compléter, Arthur? Avec plaisir. Peut-être donner des exemples d'innovations que vous avez pu soutenir En fait, ce que je trouve assez remarquable, c'est que justement, elle a été ouverte à l'idée d'une nouvelle forme d'entrepreneuriat. Parce que, en fait, les enjeux qu'on a pendant ce siècle, on ne peut pas juste appliquer les mêmes méthodes que celles qu'on a appliquées pour les enjeux du siècle précédent. Ça ne marche pas. Et on ne réussira pas à changer le monde sans changer les entreprises parce que c'est l'outil de collaboration le plus élaboré sur Terre. On ne peut pas mettre les humains dans une dynamique pour aller vers un projet de société sans utiliser les entreprises. C'est impossible. Enfin, je veux dire, toute la force de travail de l'humanité, aujourd'hui, elle est organisée par les entreprises. Et donc nous, on trouve que c'est génialissime, l'entreprise. C'est genre l'outil vraiment qui nous semblait le plus pertinent pour aller lutter contre le dérèglement climatique. Par contre, quand on a commencé à creuser la question, on s'est rendu compte assez vite que fallait que cet outil soit bien paramétré pour nous permettre de le faire correctement. Et donc oui, ce que l'on fait, c'est que grâce à une très grande communauté, on trouve des innovations avec un très gros potentiel d'impact sur les gaz à effet de serre. Grâce à cette même communauté, on les sélectionne parce qu'on a 9000 évaluateurs bénévoles aujourd'hui qui nous aident à le faire. On finance tout ça avec cette grande tirelire collective à laquelle chacun peut participer, Pauline l'a rappelé.
Et une fois qu'on a lancé ces projets, donc nous, le cœur de ce que l'on fait, c'est qu'on trouve des innovations qui sont portées par des innovateurs, et ces gens-là ne sont pas des entrepreneurs. En fait, c'est des chercheurs, des ingénieurs, des scientifiques. Et c'est le premier point de blocage pour que ces innovations puissent changer d'échelle, parce qu'elles sont là en fait. Le sujet, c'est pas de les inventer, c'est qu'elles changent d'échelle. Et donc pour répondre à ce point de blocage, nous, on va constituer une équipe entrepreneuriale autour des innovateurs pour que la structure devienne une vraie structure entreprise, avec un business model, avec la capacité à aller chercher les clients, à faire du marketing, etc. Vous les identifiez comment, les équipes entrepreneuriales? C'est des gens qui postulent? C'est vous qui savez vos réseaux respectifs? En fait, on a recruté notamment une RH qui est l'ancienne RH de Insect et qui est très forte pour faire chasseuse de tête, mais on a aussi énormément d'entrants parce que le mouvement Team for the Planet fait pas mal de bruit, notamment sur les réseaux sociaux. Et nous, on va chercher plutôt des entrepreneurs qui ont monté des boîtes au moins à 50 millions de chiffre d'affaires. Alors, on veut vraiment des gens qui soient expérimentés, chevronnés. Donc ça, c'est la première composante. Ce qui est génial, c'est que là encore, une fois que la structure existe, grâce à la communauté Team for the Planet, on trouve des clients beaucoup plus vite, on recrute des talents beaucoup plus vite, on obtient des rendez-vous beaucoup plus vite, et donc on peut faire se déployer cette entreprise plus rapidement. Mais le deuxième point de blocage qu'on avait identifié, et c'est là que ça touche à ce que l'on est, c'est que aujourd'hui, le monde économique traditionnel n'arrivait pas à financer ces innovations-là. Pourtant, elles sont absolument cruciales pour la transition. Je pense par exemple à Beyond the Sea, qui tracte les navires avec des espèces de voiles de kite géantes qui sont pilotées automatiquement. Ça va chercher des vents beaucoup plus importants, parce qu'en fait, il y a un facteur 10 de traction quand tu passes 100 mètres d'altitude en mer. Et donc, refaire des bateaux à voile traditionnels, ça serait passé complètement à côté de ce qu'on a appris ces dernières décennies sur le vent. Et donc là, c'est Yves Parlier, le navigateur du Vendée Globe, qui est à l'origine de ça. Et ça, par exemple, cette innovation, toute seule, si elle équipe les 100 000 tankers, parce qu'en gros il y a 100 000 tankers dans le monde, elle décarbone 1% du CO2 mondial. Mais c'est pas le truc qui va être le prochain Facebook, dans le sens où ça va pas embaucher 100 000 personnes, faire une market cap à 1000 milliards, parce que ça a un impact colossal sur le climat, mais économiquement, en vrai, c'est une très belle PME demain, si c'est très bien développé. Mais c'est absolument crucial si on veut réussir la transition. Et nous, ce qu'on avait constaté, c'est que le monde économique s'était un peu retrouvé bloqué dans des contraintes d'hyper-profitabilité à court terme, avec des engagements de rendement qui sont complexes à tenir, honnêtement, plus le fait qu'il faille faire des exits rapides. Et donc, ça ne mettait pas les projets dans les bonnes dispositions quand ce monde économique plus traditionnel arrivait à rentrer. Et surtout, ces projets-là, qui sont cruciaux, n'étaient pas financés. Et c'est pour ça que nous, on a choisi de faire un pas de côté. Alors, on ne dit pas que toute l'économie doit ressembler à ce qu'on fait. Nous, on est un peu une fenêtre d'Overton, mais si une petite partie de l'économie ne ressemble pas à ce qu'on fait, je pense que l'ensemble de l'économie aura des très grosses difficultés dans les prochaines décennies. Et donc, qu'est-ce que nous, on a choisi de faire ? Eh bien, de travailler sur la mécanique actionnariale. Donc, on a dit, nos actionnaires, on va leur proposer une rémunération différente. Une rémunération en dividende climat. Donc en gros, ils placent de l'argent chez nous. Cet argent, il sert à créer des boîtes qui sont rentables. On ne va pas sauver le monde avec des boîtes en faillite. Je pense que Pauline l'a bien rappelé. Mais la profitabilité de ces boîtes qui remontent à Team for the Planet, nous, toute la mécanique, c'est qu'on la réinjecte pour relancer de nouvelles innovations qui décarbonent. Ce qu'on veut, c'est que l'argent de nos actionnaires travaille pour leur patrimoine climat. On leur dit, mettez une partie de votre patrimoine chez nous pour que votre patrimoine climat puisse travailler et être sympa, lui aussi. Et on veut qu'il y ait le meilleur rendement climat par euro investi. C'est pour ça qu'on a créé cette mécanique. Et aujourd'hui, le dividende climat, c'est un outil extra-financier qui est en train de très bien se développer. On l'a créé il y a 2 ans. Maintenant, il y a une asso indépendante qui est présidée par Brune Poisson. Decathlon distribue du dividende climat, Back Market, Vestiaire Collectif, Déméter dans la finance. Et c'est en train de faire son chemin. Et c'est l'indicateur de mesure audité, certifié et robuste, parce que ça rentre dans le référentiel européen, qui dit... Là, grâce à votre argent, vous avez permis chaque année d'éviter X tonnes de CO2, notamment via des innovations qui ont été déployées, financées et qui permettent de remplacer d'anciennes technologies, par exemple, par des technologies qui n'utilisent pas de gaz fluoré, par exemple, avec Leviathan Dynamics, qui permet de produire du froid sans utiliser ces gaz fluorés qui sont 3000 fois plus réchauffants que le CO2. Et bien là, Leviathan Dynamics, c'est une des boîtes qu'on a financées, utilise seulement quelques litres d'eau en circuit fermé. Il n'y a plus de gaz fluoré. Et ça, c'est vraiment important parce que nos actionnaires, nous donne une capacité d'investissement et de fonctionnement qui est complètement différente. On peut aller sur ces projets-là et on peut les faire se concentrer sur leur plein potentiel d'impact. Et ce qui est génial, c'est que économiquement, plus ils sont bons sur la décarbonation, plus ça suit en fait. Par exemple, Coolroof qui peint les toits en blanc, ils se sont concentrés sur l'impact de leur solution et ils n'étaient concentrés que là-dessus. Et c'est devenu les leaders du marché. Parce que en fait, leur solution est meilleure que les autres. Et c'est ça qui est assez génial aussi, et qu'on est en train de constater maintenant. Donc là, on a 14 premiers projets, et on espère en avoir plein d'autres. Si je comprends bien, la philosophie derrière, c'est pas la compensation carbone. C'est plutôt l'idée de dire, en fait,
la même manière que l'argent fait pas le bonheur, on pense, c'est comme si l'impact climatique pouvait faire le bonheur, par exemple. C'est-à-dire que tu vas en fait permettre aux investisseurs d'avoir une forme de satisfaction qui serait pas celle de gagner plus d'argent, mais qui serait celle de savoir qu'ils ont un impact positif sur le climat. Du rendement de carbone évité. Ouais. En fait, on rentre dans un nouveau monde et il y a beaucoup d'initiatives qui commencent à montrer que ce nouveau monde va devenir concret, comme la CSRD par exemple. Et nous, ce qu'on est aujourd'hui, c'est une grande expérience de nouveaux modèles d'affaires, avec 120 000 actionnaires qui ont investi différemment leur argent. Pourquoi de nouveaux modèles d'affaires ? Parce que tous les penseurs de ces sujets, et la CEC par exemple ne fait que de parler de ça, nous disent il faut maintenant qu'on ait d'autres indicateurs. Ça ne veut pas dire que l'indicateur financier il doit être négligé, parce que on ne va pas réussir à construire des choses si on n'a pas des modèles économiques viables. On l'a dit, on l'a redit, je pense que tout le monde est d'accord. Mais par contre, on ne peut pas piloter l'avion, comme disent certains, avec un bouton, qui est juste est-ce que j'ai à la fin fait plus d'argent ? Nos boîtes doivent être utiles. Ça sert à ça, une boîte. Si on n'est pas capable de mesurer l'utilité de sa boîte au XXIe siècle, je pense qu'on est complètement à côté de la plaque. Et donc, comment on la mesure, cette utilité ? Nous, on a décidé que ça serait avec le climat et avec l'indicateur dividende climat. Mais ça ne veut pas dire que qu'une autre boîte ne peut pas faire autrement. Je veux dire, si ton indicateur, c'est le bonheur de tes salariés, mesure le bonheur de tes salariés. Mais ça doit être supra-financier, ces indicateurs. On a des modèles économiques viables. À quoi servent-ils ? Et ce qui est triste, et ce que je déplore, c'est qu'on est arrivé à un stade où beaucoup de gens ne savent plus répondre à ça. Où dans notre code civil, une entreprise, c'est des gens qui se mettent ensemble pour générer des bénéfices et se les partager. Mais je veux dire, si on en est là, on est des écureuils qui sont en train de faire une montagne de glands alors qu'ils sont entourés par les flammes. Il faut quand même qu'à un moment, on se pose, on prenne du recul, on se dise à quoi servent nos boîtes ? C'est des outils géniaux, c'est trop bien. On peut mettre plein de gens avec nous dans un projet, on peut les faire travailler à répondre à un problème de société. Organisons-nous pour ça. Maintenant, on a les entreprises à mission. Ouais. Ça y participe carrément. Et ça fait partie des choses qui montrent qu'il y a un changement de ce côté-là. Mais il faut absolument qu'on redonne du sens aux entreprises par des indicateurs opérationnels. Alors, c'est ça qui me manque aujourd'hui. Ça me donne envie de poser plein de questions. Et d'ailleurs, c'est une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure, Pauline, donc je t'éviterai aussi à y répondre. Si je comprends bien, en fait, tu rajoutes une ou plusieurs autres dimensions à mesurer dans le succès d'une entreprise. Oui. Comment est-ce qu'on choisit les dimensions et comment est-ce qu'on les priorise, ces dimensions ? Déjà, il y a son ADN, parce que je crois qu'un bon chef d'entreprise, il fait ce dont il est absolument convaincu, il fait ce qu'il est, en fait. Donc, ce qui vous parle, ce qui est important pour vous, c'est ça la dimension. Parce que vous ne réussirez pas sur un truc dont vous n'avez rien à foutre, mais que vous avez considéré important. Parce que tu as le risque un peu inverse de s'éparpiller ou de dire, en fait, il y a plein de choses qui sont importantes pour moi, donc en fait, je vais vouloir mesurer plein de dimensions, et à la fin, en fait, de s'empêtrer ou de ne pas réussir à les prioriser, et tout ça devient contre-productif parce qu'il y a un moment, en fait, des dimensions qui s'entrechoquent. Et tu as raison en plus, parce qu'il y a plein d'indicateurs qui sont très complexes. Par exemple, la biodiversité, si c'est ton indicateur, c'est super dur. Mais en fait, aujourd'hui, c'est quand même bien mappé. Il y a 9 limites planétaires. On sait que c'est les gros sujets. Pour moi, les entreprises, demain, elles auront probablement un indicateur par limite planétaire. Et elles devront être capables de s'optimiser par rapport à ça. L'eau, les sols, etc. Donc, comment on choisit ? Je pense qu'il y a cette grille de lecture de base qui est, il y a quand même 9 limites qui ont été mises sur pied et qui semblent permettre d'avoir un scope assez large. Et après, vraiment, moi, je suis quand même convaincu que chacun trouve le sens de sa boîte d'abord par rapport à ses convictions personnelles et à son histoire, tu vois. Enfin, je veux dire, si c'est aider des gens qui ont du mal à trouver un travail, c'est un super indicateur. Pour moi, c'est ça les entreprises de ce monde de demain. Par exemple, Too Good To Go avec Lucie Bache, elle, son indicateur, c'est pas... chaque fois que je fais 1 euro, je sauve un panier repas. C'est l'inverse, c'est chaque fois que je sauve un panier repas, je sais que ça me permet de générer 1 euro. Et donc, son indicateur, c'est maximiser les paniers repas sauvés. D'ailleurs, dans leur bureau, c'est le nombre de paniers repas qui est écrit sur les murs. C'est jamais combien on a fait de CA. Et donc, c'est intéressant, je trouve, de renverser un peu ça. Et nous, on n'a pas vocation à dire les boîtes doivent absolument fonctionner comme nous de manière un peu drastique, parce que nous, on l'a fait parce qu'il fallait le faire pour financer ces innovations-là. Mais chacun a son cadre et son fonctionnement. Nous, on a été obligé d'être un peu drastique en disant vous aurez que du dividende climat, parce que c'est grâce à cette mécanique que, on peut avoir une super action communautaire, parce que c'est dingue le nombre de gens qui nous aident bénévolement du fait que tout le monde est désintéressé dans l'aventure. On a un super comité scientifique qui est bénévole. Enfin, il y a plein de choses qui se passent qui sont folles. Et 2, ça va nous permettre d'aller financer ces boîtes sans être dans ces contraintes d'hyper-rentabilité
qui nous empêcherait d'aller les financer alors qu'elles sont cruciales. Et comme on peut en plus les structurer, leur apporter tout ça, ça nous met aussi dans une logique de temps long, et Pauline en a parlé. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'avoir des investisseurs qui comprennent ces mécaniques de temps long, parce que les futurs GAFA du monde de demain, c'est des boîtes robustes, c'est des boîtes structurantes, et c'est pas, encore une fois, des SaaS qui vont très vite faire des grosses market cap, mais qui apportent peu à la valeur réelle. Et donc, moi, je suis assez convaincu de ça, et c'est pour aller sur ces boîtes-là et faire ces champions du climat qu'on s'est structuré comme ça. C'est pas pour une idéologie en disant les boîtes qui font du rendement, il faut toutes les brûler. C'est pas du tout ça la vision en fait. Juste Pauline, si tu veux rebondir, toi, par rapport à la manière dont vous avez pu définir d'autres dimensions et les prioriser par rapport à... C'est quelque chose sur lequel vous avez réfléchi? Oui, bien sûr. En fait, et puis ça dépend de nos métiers, évidemment. Mais là, tu parlais de biodiversité. Clairement, sur nos golfs, nous, on a 3 gros sujets, finalement. C'est la biodiversité, l'eau et puis les produits phytosanitaires. Sur le groupe, en général, on a aussi toujours fait attention à avoir une place importante pour les femmes. Voilà, donc en fait, chaque métier, chaque structure peut avoir aussi un ADN un peu différent. Et tout le monde a ses forces, parce que nous, par exemple, sur les femmes, on est nuls. Et on essaye, tu vois, les CEO qu'on recrute sur nos boîtes, on galère à trouver des femmes entrepreneurs qui prennent la tête de ces boîtes-là. Donc là encore, tu vois, je pense que Pauline, par essence, elle a démontré que sans chercher spécialement à avoir plus de femmes dans son portefeuille, elle se retrouve avec 40% de femmes. Et donc je pense que chacun a son ADN et du coup est capable de vraiment faire des trucs incroyables dans ce qui le passionne, ce qui lui ressemble, quoi. Et donc, par exemple, je pose la question, le fait de dire sur les femmes on est nul, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous prenez pas cette dimension, vous la gérez pas, ou au contraire que vous vous faites accompagner? Enfin, comment quand on est nul sur une dimension, on fait au mieux pour l'améliorer, bien sûr. Tu vois, c'est pour ça que Capucine, notre RH, c'est son cheval de bataille numéro 1. Après, je pense qu'il y a un biais aussi de société qui fait qu'il y a moins de femmes qui candidatent pour les postes de CEO que nous on propose. Peut-être parce que déjà on vit dans une société qui est encore très patriarcale et qui du coup met moins de femmes à des postes de responsabilité. Et puis parce que peut-être qu'il y a aussi un syndrome de l'imposteur qui est plus présent chez les femmes. En tout cas ça on l'a constaté dans des entretiens, et qui fait qu'elles osent moins candidater parce qu'elles se sentent moins légitimes. Donc nous on essaye de leur dire mais en fait vous êtes méga légitimes, venez quoi. C'est un des sujets du moment, oui. Et d'un point de vue de l'entreprise Team for the Planet en elle-même, votre mode de fonctionnement, donc votre raison d'être, c'est de soutenir des projets et de créer en fait des entreprises qui sont financées par votre action. Mais vous, en tant qu'entreprise, vous avez aussi, j'imagine, un minimum d'enjeux de rentabilité, ne serait-ce que pour durer dans le temps. Comment est-ce que vous vous rémunérez? Parce que vous ne payez pas vous-même en dividende climat. Parce qu'on n'achète pas, on ne paye pas son loyer en dividende climat. Ouais, très bonne question. Donc nous, 20% de l'argent qu'on lève tous les ans peut être utilisé pour les frais de fonctionnement de Team for the Planet, incluant nos salaires. Après, on a fait un choix, parce qu'on a tous vendu des boîtes, les cofondateurs, c'est qu'on ne va pas faire cette boîte pour s'enrichir, clairement, parce que nos salaires sont capés à 4 fois le SMIC, ça ne pourra jamais changer, on ne se paye même pas ce montant pour l'instant. On a, comme tu l'as très bien dit, pas de mécanique pour s'enrichir dans Team for the Planet, puisqu'il n'y a pas de dividende pour personne, ni pour nous, ni pour les autres. Et nous-mêmes, on n'a pas d'action de Team for the Planet, juste pour te dire, voilà, au bout du truc. Donc en gros, c'est vraiment les frais de fonctionnement de cette structure. Et on a pensé ce modèle pour que ça ne soit pas un modèle qui nous permette de nous enrichir, mais qui permette d'avoir le plus d'impact possible. Donc nous, on flèche chaque euro qu'on peut vers l'impact. En tout cas, c'est la vision. Peut-être que l'avenir nous montrera qu'on aurait pu faire les deux, mais en tout cas pour l'instant on a fait ce choix et ça nous va bien. Et ce modèle-là, je ne sais pas s'il existe ailleurs qu'en France, parce que je comprends bien la logique, je vois ce que ça implique pour notre système économique et financier au global, et l'intérêt que ça pourrait avoir en fait de le développer ou de le répliquer, que ce soit sur cette dimension climat ou même peut-être sur d'autres. Est-ce que vous l'avez observé, vous l'avez vu ailleurs? Non, et justement, c'est intéressant, tu vois, là, demain, je suis avec Christophe Béchu parce qu'ils annoncent l'investissement de la France dans Team for the Planet. Donc, l'État français investit plusieurs millions d'euros, 5 millions d'euros. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est pas tant le montant qui est intéressant, mais c'est pas un montant colossal. C'est l'acte d'avoir réussi à faire ça. Parce qu'il y a énormément de freins à investir dans un modèle comme le nôtre qui n'apporte pas un rendement financier. Tu vois, par exemple, il y a une règle européenne qui s'appelle la règle de l'investisseur avisé, qui dit qu'un État ne peut pas investir dans un véhicule qui n'a pas un rendement financier, sauf si c'est, tu vois, une subvention, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur les entreprises. Parce que si on a des super assos, des super ONG, mais qu'on continue de produire des externalités négatives parce qu'on n'a pas travaillé sur les entreprises, et donc qu'on travaille que sur les conséquences et jamais sur les causes,
en fait, on n'avance pas non plus vraiment. Et donc, c'est pour ça que nous, on travaille sur l'entreprise et qu'on a choisi d'être une entreprise et qu'on n'est pas une asso. Une asso nous aurait offert la défi, qu'on aurait eu plein de moyens de lever plus d'argent. Mais nous, ce qu'on veut, c'est dire non. Il faut que l'entreprise réfléchisse à ce qu'elle va devenir et à comment elle peut augmenter sa panoplie d'actions. Et donc, ce qui est génial avec l'État, c'est que, tu vois, là, c'est Béchu en personne et le président de l'ADEME qui ont un peu tapé du poing sur la table en disant il y a plein de types qui écrivent des livres toute la journée sur les nouveaux modèles d'affaires, qui disent qu'il faut absolument que l'entreprise évolue, qu'elle se transforme. Là, on a une expérience nationale qui est en cours avec plus de 120 000 actionnaires. Il faut qu'on le fasse. Et donc, ils ont poussé pour que ça puisse se faire malgré des blocages énormes, enfin tu vois, des blocages réglementaires, juridiques, et donc c'est génial parce qu'on voit qu'on peut faire avancer des choses aussi à notre toute petite échelle et qu'on peut ouvrir une voie. Et nous, la deuxième spécificité, Pauline en a parlé, c'est qu'on mène nos boîtes en licence libre. En gros, on peut créer des marchés. Là aussi, c'est une conséquence de notre modèle actionnarial. On n'a pas de problème à utiliser les brevets qu'on a, non pas pour les distribuer et les ouvrir, c'est pas open bar ce qu'on fait, mais pour organiser la coopération à l'échelle mondiale à partir de ces brevets, en créant non pas juste une entreprise, mais des marchés. Donc en gros, on autorise n'importe qui a utilisé l'innovation pour la commercialiser, pour créer son activité, en échange de quoi il y a un certain nombre de devoirs. Bon, déjà, on n'est pas obligé de distribuer la licence. Si c'est l'armée nord-coréenne qui nous demande l'accès, on a le droit de réfléchir 2 minutes. Et puis, on peut aussi dire très simplement, vous devez nous repartager vos tonnes de CO2 non émises ou captées tous les ans, ce qui nous permet d'augmenter les dividendes climat de nos actionnaires. Donc, ils ont intérêt à ce qu'on crée des marchés plutôt qu'à ce qu'on soit leader d'un tout petit marché. Mieux vaut que le marché soit énorme et qu'il y ait plein d'acteurs et qu'on fasse partie des leaders dessus. Et puis, le deuxième truc, c'est que ça mutualise la R&D. Et ça, c'est génial parce que tous les acteurs qui utilisent nos licences doivent repartager leurs propres améliorations avec l'ensemble des porteurs de la licence. Et donc ça permet d'aller plus vite sur des innovations qui sont cruciales. Et tu vois, ça paraît être un peu décalé, mais en fait, on ne se rend pas compte. Le sujet du climat et tous les sujets écologiques, c'est des sujets de géopolitique. C'est un sujet de rester une grande puissance dans le monde de demain. Je pense qu'il faut absolument que les gens comprennent ça et qu'on sorte de ce truc de c'est sauver nos enfants. Oui, bien sûr que ça constitue un enjeu majeur pour la civilisation humaine. Mais là, dans le monde tel qu'il est structuré, c'est aussi et avant tout un sujet de géopolitique parce que des pays et des grandes puissances comme la Chine, par exemple, font ça. La licence libre, ils le font très bien. Ils sont en train de gagner la bataille du véhicule électrique parce qu'ils disent, nous, on autorise n'importe qui à construire des véhicules chinois, n'importe où. Par contre, vous utilisez nos pièces. C'est ça la contrepartie. Tu vois, ça fait partie de ce genre de contrepartie. Et du coup, ils vont beaucoup plus vite. Ils sont beaucoup plus forts sur les technos parce qu'en fait, ils mutualisent la R&D. Un seul acteur ne peut pas porter la R&D et devenir hyper fort, hyper vite. Par contre, plein de petits acteurs qui travaillent, oui. Et en fait, ils ont compris ce genre de choses. Et ils vont plus vite que nous sur plein de trucs. Et c'est pour ça que nous, parfois, on dit, mais en France, on a tout pour justement être pionnier de ces nouveaux modèles d'affaires, repenser l'entreprise pour gagner dans le monde de demain. Et des fois, on se met des freins parce qu'on n'a pas compris le truc et qu'on dit, ils nous emmerdent ces écolos et ils veulent nous rajouter une contrainte. Et c'est l'inverse, en fait, ce qui se passe. Oui, parce qu'en fait, la coopération peut être perçue comme un frein au développement du business, là où, en fait, toi, ce que tu expliques, c'est qu'en fait, c'est contre-productif, au contraire, de faire chacun de notre coin le même boulot, alors que si on mettait tout en commun, on pourrait aller collectivement plus loin ensemble. En partie, et puis on a intérêt à faire émerger des marchés beaucoup plus vite parce qu'ils seront plus porteurs, en fait. Si tu es tout seul avec un tout petit marché, c'est pas très intéressant. Tu vois, c'est ce que Elon Musk a constaté quand il a fait ses superchargeurs de véhicules électriques. Il s'est dit, si je suis tout seul à équiper les routes du monde, mon marché de l'électrique, il est prêt en 2050, je suis leader, ok, mais en 2050. Comment je suis leader en 2030 d'un marché qui est viable ? Eh ben, licence libre. Il l'a fait. Je distribue à tous les autres constructeurs auto mes superchargeurs et ils équipent les routes avec moi. Parce qu'en fait, j'y perds sur le très court terme, mais j'y gagne tellement sur le moyen terme. Et là, on rentre dans un monde qui est fluctuant, où le prix de l'énergie, des denrées, des matériaux, ça va fluctuer. Parce que c'est comme ça, c'est les conséquences du dérèglement climatique, entre autres. Et donc, ce monde fluctuant, tous les experts biologistes notamment te disent, c'est plus le monde de la performance, c'est le monde de la robustesse. Et je pense à Olivier Hamon qui parle que de ça, qui est passionnant. Et le monde de la robustesse, c'est un monde dans lequel il faut jouer collectif, parce que ce qu'on voit dans le vivant et qui est passionnant, c'est que quand on est dans une période d'abondance, en fait, le vivant est dans la compétition. Et la compétition dans les sociétés humaines, ça fait parfois la guerre si on va très loin. Mais par contre, quand on est dans des sociétés où il y a moins d'abondance, dans le vivant, dans la nature, alors qu'on pourrait penser que chacun va tirer la couverture à lui, c'est l'inverse qui se produit. C'est toujours la coopération qui gagne, parce que c'est comme ça que le vivant réussit à franchir les étapes compliquées. Et je trouve ça excitant, tu vois, ce genre de constat, parce que ça veut dire que là où on pense que le monde vers lequel on va, qui a une moindre abondance, c'est le cataclysme absolu, non, si on s'inspire du vivant, si on réfléchit autrement, c'est justement plus de coopération pour surmonter les épreuves, être plus résilient, plus robuste.
Ok, donc l'idée c'est de créer en fait les tuyaux qui vont permettre cette coopération de manière à ce qu'elle soit plus possible. Essayer de faire, de penser des modèles d'entreprise un peu différents. Encore une fois, nous on n'a pas vocation à dire que tout le monde doit faire ce qu'on fait exactement, mais nous on a la conviction absolue que ce qu'on fait doit être fait. Et si les gens mettent 1% de leur capital, par exemple liquide, dans ce genre d'expérience de nouveaux modèles d'affaires, eh ben, ça pourrait suffire en fait à maintenir le socle d'une économie plus classique entre guillemets. Mais il faut le faire en fait. Toi, Pauline, comment ça a été perçu le moment où tu as voulu investir dans Team for the Planet? C'est quelque chose qui a été... tu as pu expliquer en interne parce que tu as investi au nom du groupe ou au nom du groupe. Donc tu as dû à un moment faire valider ça par tes équipes. En fait, je les ai tout de suite fait intervenir devant mon COMEX. Donc en fait, c'est pas moi qui les ai convaincus, c'est eux. Et après, quand on en a parlé, on a tout de suite vu le sujet. Enfin, on a tout de suite su que c'était pertinent. Vu que ça avait les mêmes valeurs que nous, avec aussi, tu le disais, cette vision long terme. Et en même temps, quand on est une entreprise familiale, même si tu le disais, c'est pas le maître mot, c'est pas nos enfants, mais c'est voilà, comment est-ce que le monde sera demain et comment est-ce qu'on peut améliorer le monde de demain. C'est pour ça on s'est pas vraiment posé la question trop longtemps et on a essayé de réfléchir de façon intelligente justement comment est-ce qu'on pouvait les aider et les accompagner sur le long terme. Donc on a d'ailleurs découpé notre investissement sur plusieurs années. Et aujourd'hui, ce que vous en retirez ou ce que vous en retirez pas, les dividende climat, c'est quelque chose. Alors on en a eu déjà des dividendes climat. On a eu notre premier certificat avec les dividendes climat. Ok. Et en interne, non, alors au-delà de ça. Au-delà de ça, ce qu'on a trouvé aussi hyper pertinent pour nous, c'est que compte tenu du type de métier qu'on peut avoir avec de la promotion immobilière, de la construction, etc., ça nous a permis aussi de pouvoir sourcer des innovations qu'on peut utiliser. Néolithe, okay. Je ne sais pas si c'est venu par nous, mais ils étaient dans les candidats au tout départ. Non, ce n'était pas par vous, c'était par un autre biais, mais Air Booster, par exemple. Ah, oui. C'est une solution qui permet d'utiliser finalement les bardages métalliques des murs de certains bâtiments comme radiateur géant, pour faire simple. Ok, excellent. Okay. Là, typiquement, on va en mettre chez nous. Léviathan dynamique, on peut aussi l'utiliser dans nos immeubles. Il y a aussi une société... Ouais, Cool Roof aussi, qu'on a utilisé. Archéon. Je cherche sur le bâtiment Archéon, les pompes à chaleur un peu révolutionnaires. Pompes à chaleur, voilà, je cherchais le nom des pompes à chaleur, ouais, exactement, Archéon. Voilà, donc typiquement, c'est des innovations qu'on peut facilement utiliser en plus sur notre patrimoine. Ouais, donc c'est très concret. Finalement, ce qui pourrait sembler abstrait ou intangible, c'est très concret finalement dans votre usage. Parce que finalement, in fine, vous avez quand même presque un avantage financier ou en tout cas... on a un avantage de sourcing d'innovation pour améliorer et verdir notre patrimoine. Ouais, mais qui te rapproche plus des indicateurs traditionnels ou rassurants pour des investisseurs classiques. Et finalement, en passant par une organisation qui est plus atypique dans sa forme. Et ça démontre toute la force du collectif. Parce que tu vois, nous, pour nos boîtes, c'est génialissime d'avoir Pauline qui est là aussi et qui suit le projet, qui fait partie du projet et qui peut leur permettre aussi d'avoir des clients parmi les actionnaires. Tu vois, ça, c'est un truc que, en fait, tout se répond. C'est ça qui est assez chouette et qu'on commence à constater. Et on n'a que 14 premières boîtes, donc j'espère que demain, avec 50 ou 100 boîtes, tu arrives vraiment à avoir un truc hyper fort, quoi. Oui. Et toi, en plus, Arthur, c'est un peu ton super pouvoir, créer des communautés. J'aime bien, je pense que c'est mon super pouvoir. Est-ce que cette communauté-là, elle est facile à constituer? Est-ce qu'elle est difficile? C'est quoi les retours que tu as, tu vois, les freins que tu rencontres et au contraire, ce qui prend Elle est très difficile à constituer, mais une fois qu'elle est constituée, elle est incroyable. En fait, nous, c'est beaucoup des décideurs économiques et politiques, quasiment que ça, Team for the Planet, parce que c'est là qu'on voulait aller travailler. Et puis, c'est ces gens qui, selon nous, sont capables d'avoir justement l'influence pour faire changer certaines mentalités autour de l'entreprise. Ce qui est très dur avec Team for the Planet, c'est que nous, notre vision, c'est de rassembler. On veut absolument éviter de tomber dans ce truc où tout le monde se tape dessus, où il y a des camps, où tu vois, je pense qu'il faut absolument qu'on dépasse les clivages parce que là, on a un sujet qui est bien au-dessus. Et c'est ce qui manque à l'humanité aujourd'hui, c'est d'avoir un projet de société, un peu un cap qui nous fédère et qui fait qu'on dépasse nos petites querelles de partis politiques, de machin. Non, là, il y a un truc qui est plus grand quand même. Il faut qu'on soit tous ensemble là-dessus. Et donc, ce qui est très difficile, c'est que les recettes secrètes du buzz en ligne pour pouvoir faire des communautés, c'est justement d'opposer les gens, c'est de faire des clans, c'est de taper. Et nous, on a dû juste ne jamais faire ça. Ouais. Donc, imagine le fil de funambule sur lequel c'est et le nombre de fois où je me suis dit, ça serait quand même facile. Hein. Ça serait facile de se faire un gros buzz là-dessus.
Mais non, on tient cette ligne parce que nous, ce qui est assez génial, c'est qu'on a autant des gens qui habitent en autarcie dans le Vercors que Jean-Michel Aulas, tu vois, dans nos actionnaires. Et ils s'entendent et ils sont là pour le même projet. Et peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes idées, peut-être que, tu vois, ils viennent pas du même monde, mais ils sont ensemble. Et ça, c'est le truc dont on est le plus fier. Mais c'est très dur de le faire. Et je crois que c'est le gros problème de l'écologie aujourd'hui, c'est que tout le monde est divisé, ça fait que de diviser toujours plus. Et en fait, potentiellement, si on reste sur cette voie, le premier problème qu'on va avoir, c'est qu'on va tous se mettre sur la gueule. C'est pas le dérèglement climatique et ses impacts, quoi. De toute façon, l'impact, il est que social, in fine, dans le dérèglement climatique. La planète... Pas que social, quand même. Dans le sens où il est principalement humain, pour nous, humains. C'est-à-dire que... Tu veux dire qu'il touche d'abord les humains ? Il touche d'abord le vivant, malheureusement. Il touche le vivant, ouais. Mais ce qui nous inquiète, c'est le fait qu'à un moment... La stabilité des sociétés humaines. La stabilité humaine va être... Ah oui, c'est sûr que la planète, la planète elle-même nous survivra. Alors elle, il n'y a pas de problème, elle est là pour 5 milliards d'années, ça va bien se passer. Par contre, il faut qu'elle accepte de nous garder. Il est là, le sujet. Ça. Le sujet est là, donc effectivement, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'en tant qu'être humain, on s'organise pour réussir à... En devenant, je trouve, c'est ça le sujet, en passant de vulgaire exploitant un peu foufou, des ressources que maintenant on sait mesurer, et comme disait Peter Drucker, le père du management moderne, you can't manage what you can't measure, maintenant on mesure, on sait précisément combien on a de ressources, combien la planète peut régénérer par an, et ben là on peut devenir les gardiens, tu vois, de cette planète. Et ça, c'est pour moi l'enjeu de ce siècle. C'est ça le projet de société. Et je trouve ça cool, tu vois, je trouve ça stimulant. Moi, ça me donne envie. J'aimerais bien qu'on vieillir dans un monde où je vois que l'humanité, elle a pris conscience, comme dans une entreprise. On te dit, tu as X ressources, tu te démerdes avec tes X ressources, tu manages avec ça, et tu fais au mieux dans un volume restreint. Et c'est là que l'innovation, elle naît, et c'est ça que je trouve génial dans l'entreprise, c'est qu'on te dit, voilà tes contraintes, démerde-toi, tu as un cadre juridique, tu as un cadre, tu vois, sur plein de choses, démerde-toi. Et en fait, tu progresses dans ton cadre. Et jusqu'à maintenant, l'humanité, juste, elle est YOLO, il n'y a pas de cadre. Donc si maintenant on met le cadre correctement et qu'on dit démerdez-vous dans ce cadre, je sens qu'on va être beaucoup plus créatif et que ça va être beaucoup mieux du coup. Ouais, complètement. Je vois que l'heure tourne, on va devoir conclure. J'aime bien demander à mes invités un conseil concret, applicable pour ceux qui nous écoutent. Pour conclure, Pauline, est-ce que tu as une idée de conseil à donner à nos éditeurs ? Oser transmettre. Peut-être se poser la question, qu'est-ce que je pourrais transmettre et à qui ? Et l'appliquer. Ok. Et toi, Arthur ? Tu as déjà donné plein d'éléments là, mais je sais pas si... Ouais, rapidement, je pense, sortez de ce prisme où on voit l'écologie comme un ensemble de contraintes, une cascade de galères. En fait, il y a eu par exemple la vague Internet. Moi, je l'ai surfé un peu, c'était intéressant, c'était une belle vague. Là, c'est un tsunami. Le monde entier va devoir changer, se transformer. On n'a pas le choix. On peut repousser les échéances, on peut faire des petits retours en arrière et des backlash, mais on n'a pas le choix. Donc, autant être pionnier là-dessus, autant se poser ces questions maintenant, et autant se donner les chances demain, justement, d'avoir surfé la vague, plutôt que comme Brice de Nice, de s'être pris le truc dans le nez, parce que là, ça va faire mal. En gros, investissez dans Team for the Planet, quoi. Je l'aurais pas dit comme ça, mais voilà. Merci beaucoup. Je le fais. Bon, merci beaucoup à tous les trois, merci Rémi aussi, et puis à très vite. Merci. À bientôt. Voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, j'aurai la joie d'accueillir Olivier Duhat, fondateur de la licorne WebHelp, entrepreneur et business angel chevronné.